Spectateurs et auditeurs d'RHT Guadeloupe et bien entendu de C10 FM. Vous êtes dans le ZCL News de ce mercredi 26 janvier 2022 et nous avons bien entendu des invités sur ce plateau. Malheureusement, je tiens à m'excuser, nous n'aurons pas de journal pour cette édition des ZCL. Quelques problèmes techniques, mais il y a suffisamment d'invités pour qu'on puisse justement débattre et puis vous donner leur information parce qu'aujourd'hui, ils vont faire l'actualité. Alors, les invités de ce mercredi, donc, Jocelyne Boucaud qui nous revient dans la chronique Coco et Abricots. Nous aurons bien entendu René Jean-Pierre qui est artiste et on va découvrir justement sa passion. Une jeune artiste connue des réseaux, connue aussi du public qui s'appelle Cilia M qui nous revient avec une composition qui va vous faire plaisir. Elle est artiste, auteure, compositrice et interprète. Et nos deux chroniqueuses de 13h30, Sandrine Alexis pour la chronique Focus Art et Martine Fazer, la culture selon Martine. Mais avant de commencer avec nos invités, quand même une brève assez intéressante. Cette brève, elle nous concerne tous. Elle concerne justement le pass vaccinal. Donc, il faut savoir que pour notre île, la loi sera adaptée justement en raison d'un faible taux de vaccination. Une rencontre entre le préfet et les élus a eu lieu hier. Mais cependant, aucune décision n'a été mise en avant pour le moment. Une nouvelle réunion aura lieu le vendredi, donc après-demain, pour déterminer la date exacte du report du pass vaccinal. Très bonne nouvelle. Donc, on va commencer avec notre invitée. On va saluer Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Naïla, bonjour à tous les téléspectateurs de Canadistes, aux auditeurs de la C10 FM et de la radio RHT. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Là, ouais. Alors, vous l'avez reconnue, Jocelyne est une de nos chroniqueuses qui avait effectivement fait une petite pause et qui nous revient. C'est sa première, donc elle revient en pleine forme avec son RHT. Alors, Jocelyne, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je tenais... Bon, avant tout, je souhaite vraiment une bonne année, je pense qu'on peut le dire encore, à tous les téléspectateurs et auditeurs, donc surtout la santé, et renforçons nos immunités. Il y avait ça à dire. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment m'attarder sur les traditions, les pratiques magico-religieuses qu'on fait sans savoir. Ou bien qu'on n'a pas vraiment la connaissance de tout. Et on en a fait énormément lors de la nouvelle année avec les traditions de bain des marais, d'offrir des graines d'abricots. Mais avant tout, on va passer peut-être mon générique. Oui, c'est ça. Générique. Bonjour à vous tous, auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, la C10 FM et de RHT. Eh bien, après presque... Et oh là là, des petits soucis techniques aujourd'hui. Donc, le générique de Coco et Abricots. Donc, après ce générique, mais justement, Jocelyne, tu vas nous parler des origines, des traditions magico-religieuses qu'on fait chaque début d'année, comme tu disais en préambule, que les gens font sans savoir, ou effectivement le font en toute conscience parce qu'il y a une transmission. Voilà, et pas qu'au début d'année, on le fait toute l'année avec autre chose. Donc bon, c'est vrai que le bain des marais, on avait parlé avec les différentes feuilles, mais il faut savoir que le bain des marais a une origine, il y a un sécrétisme. Ça représente le baptême du Christ et on remonte, c'est-à-dire que quand on remonte, on est baptisé, on est lavé de toute impureté. Il y a aussi une origine africaine qui serait transmise avec... la déesse Yemanja, il y a des Africains qui sont venus, et on offrait des cadeaux à la mer. Et nous, on a oublié les dons et on fait vraiment le rituel de se plonger 7 fois dans la mer pour Yemanja. Mais c'est Yemanja qu'on adore là. Par contre, les Brésiliens continuent à le faire, mais en offrant des dons, des cadeaux, des fleurs, et ces problèmes. Ensuite, des fois, on dit, bon, les 4 chemins, c'est-à-dire que l'eau du bain, quand on fait l'eau du bain à la maison pour nettoyer tout ça, des fois, on le jette dans un
un quatre chemins. Mais est-ce qu'on sait que le quatre chemins, dans toutes les civilisations, le quatre chemins a toujours été d'une grande importance. C'est un portail. Donc c'est pour ça qu'on voit des obélisques, qu'on voit des calvaires, des croix. Et ici, le quatre chemins, c'est vraiment, en le faisant, on adore, entre guillemets, je dis, Legba, puisqu'on est d'origine africaine, on est venu avec ces rituels qui viennent du Bénin. Et ben c'est Papa Legba, il y a certains Haïtiens qui l'appellent comme ça, il y a d'autres peuplades qui l'appellent Legba, je ne sais plus, j'oublie le nom. Et ben c'est à lui qu'on confie ses problèmes. Et Legba, on le dit, c'est l'homme des carrefours. Et c'est aussi le dieu préambule qui permet de faire rentrer ses doléances pour d'autres divinités. Autre chose qu'on fait, et on ne le sait pas, on voit les gens, quand ils boivent du rhum, la première gorgée, ils le jettent par terre. On disait que c'était pour les ancêtres. Ouais. Les ancêtres. Oui, il y a les ancêtres qui sont morts dans la canne lors de l'esclavage. Il y a les ancêtres aussi, peut-être qu'ils ont des ancêtres qui ont bu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que aussi en faisant ça, c'est un rituel, c'est qu'ils honorent aussi Legba. Parce que Legba aussi, pour pouvoir, toutes les boissons alcoolisées, et surtout le rhum, on lui donne la première gorgée. C'était à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Voilà. Et c'est vrai que dans le rituel de Nouvelle Année, c'est le nettoyage. Le nettoyage, parce qu'on espère qu'en se nettoyant, on retire toutes les impuretés pour pouvoir attaquer une nouvelle année. Donc ça commence par le bain des marées. Mais le bain des marées ne se fait pas seulement qu'en janvier. Ça peut se faire les autres jours de l'année. Un premier vendredi 13, une jour de nouvelle lune. Tout dépend. Et avec tous les herbages, on dit la cive, la queue de morue, etc. Parce que vraiment, il y a le fait... Ça, c'est un ancien, les druides l'ont fait, nos peuples ancestraux africains l'ont fait, et même les Amérindiens, il y a le pouvoir des plantes. Et ils pensent que par le pouvoir des plantes, en se lavant, voilà, ça va pouvoir fortifier. Mais il y a autre chose. Il y a ces trois types. Normalement, on dit c'est le grand nettoyage. C'est les quimboiseurs, qui veut dire grand connaisseur. Les quimboiseurs, c'est ce que ça veut dire. En général, on commence par se nettoyer la maison. Voilà. Ensuite, on protège la maison et ensuite, on fait des offrandes. Valables pour la personne comme pour la maison. Ensuite, quand on attaque pour la maison, c'est le grand nettoyage, certes, de fond en comble. Après, quand on a fini de nettoyer, on voit certaines personnes dans les cases anciennes, et même certaines personnes encore, quand on rentre chez eux, il y a une branche d'acacia. Oui. À l'entrée. On se dit, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne dites jamais rien. Mais la branche d'acacia, c'est vraiment un arbre qui symbolise la protection, l'immortalité, et c'est un arbre qu'on retrouve dans toutes les peuplades, chez les Juifs, chez les Égyptiens anciennement, chez les Africains aussi, chez les Bambara qui adorent. Et pourquoi on a choisi cet acacia? Parce que vraiment, déjà pour l'épine, ils disent que les épines s'empêchent d'empêcher les mauvais esprits. Mais en même temps, c'est la longévité, c'est vraiment tout se syncrétise. Donc on voit les deux, quoi. Et donc ensuite, il y a les offrandes à la maison. On parfume la maison avec de l'encens, du bain-joint. Le bain-joint, c'est pour apporter la prospérité, la richesse. L'encens, c'est vraiment pour faciliter sa relation divine, etc. Donc, il y a ce genre de choses. Ensuite, on change toute la literie et tout ça. Ouais. Par contre, il y a une habitude qui est venue se greffer dessus et qui est totalement commerciale. Ouais. Le fait de changer du blanc, de changer toute sa literie, et bien là, Aristide Boursicot, qui est l'inventeur des grands magasins au 19e siècle, il a profité du Nouvel An et pour pouvoir solder ses affaires, pour mettre en vente tout ce qui était literie, nappe et compagnie. Ouais. Et c'est devenu de la semaine du blanc, c'est passé au mois du blanc. C'est commercial. Ouais. Ça n'a rien de rituel. Ancestral. Okay. Voilà. Et ensuite, pour les maisons, on protège les maisons avec des plantes. Des fois, on voit des plantes devant, surtout les maisons créoles, on voit des plantes, toujours les variantes rouges, jaunes ou blancs. Ouais. Et on se dit, c'est joli, c'est pour protéger. Mais on ne sait pas. Mais en général, il y a des plantes vraiment qu'on retrouve, comme le roéo, qu'on appelle sonde. Ouais. À part d'être une plante médicale, c'est aussi une plante protectrice. Il y a le cordilia qu'on appelle roseau des Indes. Et certains anciens qui connaissent disent que ça empêche les défunts d'entrer, de revenir, les mauvais esprits. Il y a etc. Il y a le gros menthe qu'on trouvait tout près de la maison. C'est aussi une plante protectrice. Et beaucoup de personnes plantent, ça veut dire qu'ils profitent pour replanter et mettre ça. Il y a d'autres personnes aussi, à l'entrée de leur maison, ils mettaient un mètre. C'est les décamètres. Oui, les décamètres qu'on ne trouve presque plus. Ouais. On ne trouve presque plus. Et bien là, on sait que dans certains, obédiences maçonniques, il y a l'équerre et le compas qui représentent la terre et le ciel. Mais là, c'est une déviance, on peut dire, des connaisseurs, des quimboiseurs, on peut dire. Et là, le maître, on peut dire que quand on rentre chez soi, quand on a un maître, le maître sert à bâtir.
Ça veut dire que, voilà, je mesure, je bats, je suis propriétaire, je suis maître chez moi. Et par extension, je suis maître chez moi, rien n'entre. C'était dans cette optique-là qu'il mettait le maître. Parce que ça veut dire que si quelqu'un passe, l'esprit va se faire mesurer en hauteur. Donc, on s'est métaille. Oui, donc, effectivement, ouais. Voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi cette technique aussi qu'on met des culottes. Les culottes de couleur rouge, jaune, rouge pour l'amour, jaune pour l'abondance, noir, c'est sexuel. Et rose aussi, si on veut changer de partenaire dans l'année ou trouver de l'amitié. Mais c'est pas magico-religieux, c'est commercial. Pareil que pour l'inventaire, on a inventé un code, sachant que toutes les culottes, pareil que pour le blanc, le mois du blanc, tout ce qui était blanc, drap, c'était blanc. Les culottes avant étaient blanches. C'est avec Petit Bateau qu'on a commencé à commencer à avoir des couleurs. Et d'autres créateurs sont venus, ils ont mis des couleurs. Et pour les faire vendre, ils ont attaché en mettant une couleur, en disant que le noir, c'est sexy, c'est tout, le rouge. Et c'est rentré dans la tradition. Mais par contre, ici, on a su le détourner. Maintenant, quand les gens vont chercher du travail, comme ça, ils mettent une culotte rouge. Et mieux encore, des fois, ils la mettent à l'envers. René Gobert. C'est René Gobert. Ouais. Et là, pour eux, ça veut dire que rien ne pourra rentrer sur eux. Ils vont être supérieurs aux événements. Ça leur donne la force. Donc, c'est maintenant, ça veut dire que de cette habitude, on l'a détournée en magico-religieux. Donc, voilà, quoi. Donc, donc par rapport, donc, il y a les plantes, il y a les trucs, tout ça, ce sont des c'est un mot difficile. Apotropaïsme qui détournent les mots. Ça, ce sont des habitudes. Donc, on prend les plantes, on prend des objets et on détourne. Voilà, donc ça renforce. Donc, ce sont ces petites habitudes que je voulais vraiment qu'on en parle. Ensuite aussi, c'est vrai que j'oubliais, on a une communauté ici qui est la communauté indienne et qui sont venus aussi avec leur tradition. On parle du pongal. Oui. Le pongal, ça veut dire le débordement. Déjà, on le symbolisme, je ne sais pas si on passe des images, avec du lait qui monte et qui déborde. Et bien, le pongal, c'est une tradition qui existe depuis plus de 250 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment ancré dans la tradition. Et ça dure 3 à 5 jours, 3 à 4 jours, et toujours à la mi-janvier. Et ce sont ces jours pareils, ils nettoient la maison, ils jettent ce qui n'est pas bon, ils honorent les anciens, ils honorent la famille en rendant des visites, ils honorent les animaux en les nettoyant, surtout les bœufs, et en les décorant, et voilà quoi. Et partagent le repas, le lait qui déborde avec le riz sur des feuilles de banane, c'est vraiment la convivialité. Donc aussi ça, donc le pongal. Je voulais dire aussi que on parlait des étrennes. Oui, c'est vrai. À la fin de l'année, on offre souvent des étrennes. Des étrennes. Voilà, il y a les surtout étrennes. Aux enfants. Voilà. On parle toujours de la graine d'orange pour la prospérité, mais on ne parle pas de la pelure d'orange. On voyait des fois les pelures d'orange. Oui, dans la cuisine. Parce que l'orange, dans le magico-religieux, c'est une plante de protection et d'abondance. Donc les gens, ils gardaient les graines et ils donnaient, et ils gardaient les pelures pour pouvoir vraiment, hors période du shrub, vraiment. Ouais. C'est vrai que les graines, on faisait mettre dans le portefeuille. Et on disait que ça ramènerait la prospérité, la richesse, et que l'argent ne parte jamais, quoi. Voilà. Enfin, c'était toujours pour se rassurer, bien sûr. Oui. Il y a aussi les graines d'haricots, surtout des graines d'haricots rouges, d'haricots blancs. Et ensuite, des graines de jardin. Il y a certaines personnes qui mettaient la lentille, mais pas tous, parce que la lentille avait des fois pour certaines mauvaises expériences, donc pour eux ça apportait des soucis. Il faut dire que la lentille, ça date depuis les Romains. Les Romains plantaient la lentille parce que quand on plante la lentille, ça enrichit le sol. Et comme elle avait cette forme ronde et aplatie, on disait des sous, et quand on la cultivait, elle donnait abondamment, et quand on la mangeait, c'était vraiment reconnu pour ses richesses nutritives, donc ils l'appelaient la viande du pauvre. Donc pour eux, c'était de bon augure de donner de la lentille aux gens. Et on l'a repris, les Français l'ont repris, en Guadeloupe, on l'a adapté, mais pour certaines personnes, ça ne passait pas. Donc c'était les pois qui passaient. Et voilà. Et ensuite, les parrains, par contre, les marraines de préférence, ils offraient des étrennes. Des fois, c'était des poules. C'est vrai. Ou des petits poussins. Le cabri, le plus gros, toujours pour l'enfant, les lapins. Vraiment, des fois un petit veau, mais tout dépend. Et c'était vraiment pour pouvoir donner de la prospérité, pour que ça puisse fructifier dans les mains de l'enfant, pour qu'il puisse avoir de la prospérité. Donc, c'était des traditions, là. Mais l'orange revenait souvent parce que, voilà, c'est la protection. Mais beaucoup de personnes le font maintenant sans savoir exactement pourquoi.
Les Et c'est ça significations. donc des fois on se reproduit. Il y a aussi des mœurs qui s'en vont, on ne connaît plus. Donc voilà, donc pour moi c'était important qu'on sache ce qu'on fait et comment on le fait et d'où ça vient. Après on y croit, on n'y croit pas, mais Ouais. voilà. Au moins c'est dit. Oui. Donc c'est vrai que J'ai de mis nouvelles... plus de patates, moi, c'est pour ça que ça marche pas. Ah, Je me suis trompé, orange, patate, ça va pas, pourtant j'ai bien épluché. Hein, mais... ouais, ça marche pas. Vous avez pu voir notre nouvelle invité sur le plateau. Donc justement, alors pour ceux qui te retrouvent, Jocelyne, donc comment ça va se passer? Tu es là Eh tous ben, on va recommencer tout doucement. D'accord. Voilà, c'est une nouvelle année. Donc, pour le moment, on va me retrouver qu'une fois par mois. Ouais. Donc, le dernier mercredi du mois, de préférence. C'est vrai que dans mes chroniques, j'ai quelques petites perles. Ouais. Voilà, donc, qui vont apprécier. Je dirais pas plus pour le mois prochain, mais Ouais. ça va vibrer. D'accord. Donc, vous voyez, on retrouve notre naturelle Jocelyne. Alors, tu seras mensuelle, hein, bien Oui, entendu. mensuel pour commencer. Tu seras mensuelle pour commencer. Comme tu dis, on commence tout doucement. Et le plaisir, on restera bien sûr sur le mercredi. Voilà. Donc, chaque mercredi, restez attentifs. Jocelyne nous retrouve, on la retrouve avec Coco et ses Zabrico, chroniques Coco l'original. et Sabrico original. Merci de ce petit, on va dire, détour sur nos origines et les traditions. C'est très important, surtout nos messes et l'habitude. Donc, on sera attentif à ce que tu vas nous proposer pour la prochaine fois. Avec plaisir. Alors, on quitte Jocelyne, vous l'avez aperçu, vous l'avez entreaperçu. C'est un artiste qu'on va découvrir. Il s'appelle René Jean-Pierre et on va le saluer. Bonjour René. Bonjour Canal 10, bonjour les amis, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la métropole, à la famille qui me regarde du bout du monde. Je suis tellement heureux d'être là. Je suis tellement content, là, vraiment. C'est une joie. Ah, c'est une joie, c'est une grande joie d'être avec vous, vraiment d'être avec toi. Et puis j'ai entendu mes origines guadeloupéennes m'ont pas amené à connaître Coco et les abricots, mais je pense qu'on va se retrouver dans ce que je fais et je suis déjà parti sur quelque chose là. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez, j'ai dit René, mais son prénom c'est Jean-Pierre. Non, René c'est ton prénom, Jean-Pierre. Je suis de la famille Jean-Pierre. Voilà, d'accord. famille Jean-Pierre, voilà. Ah, la famille Jean-Pierre, il y en a beaucoup à BMAO. Tout à fait, BMAO, prise d'eau. C'est ça. Voilà, Basse-Terre aussi. Ouais. Alors, sur la Lune et sur Mars aussi, mais bon. on n'est pas encore arrivé jusque-là. Alors, René est venu pour nous présenter justement son art. Il est artiste, mais pas que. Donc, avec René, on va découvrir justement comment il est arrivé à découvrir au fond de lui qu'il y avait justement ce grain d'artiste qui était en sommeil et qui a su émerger. Alors, avant de montrer tes tableaux, parce qu'on parle peinture, bien entendu, on va découvrir qui t'étais avant cette vie, parce que tu as eu une vie avant. Oh là. Ouais. Oui, j'ai eu une vie tout à fait. Vous savez, 60 printemps. Je suis pas resté les pieds dans le sabot. J'ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Je suis ancien géo, pour oublier avant l'armée, après l'armée. Ouais. Donc, voyager par le biais du club, les croisières également, Costa, etc. Et puis, je suis venu m'installer il y a pratiquement 26 ans en Guadeloupe. Mes origines guadeloupéennes m'ont attiré à venir ici plus que les origines de ma maman qui était des Deux-Sèvres, plus connue sous les noms des Deux-Chèvres. Donc, forcément, le soleil, les palmiers, c'est mieux que les marais poitevins. Ouais. Quoique c'est très joli, les marais poitevins c'est très très beau. Mais l'hiver c'est moins beau. Ouais. Donc je suis venu m'installer il y a 25-26 ans bientôt avec des copains. On s'est installé, on a monté de la restauration, un restaurant thématique. On a reçu à l'époque tout le showbiz de la Caraïbe et vraiment le showbiz de métropole, parce que je venais de là aussi quand j'étais à Paris. Et puis ensuite je me suis dirigé pour être DJ au Fancy Bar. J'étais le premier DJ du Fancy Bar à Poussette, avec le patron Gilles Imbert, qui vraiment, on a vécu des moments exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Et puis après, je me suis mis à mon compte, donc événementiel, DJ, animation enfant. J'ai travaillé pour les grandes surfaces en tant qu'animation commerciale. J'ai fait beaucoup de café-théâtre avec un camarade, avec un des amis avec qui j'étais venu en Guadeloupe. On avait traîné les soirées privées, les casinos du Gosier. On a fait rire beaucoup de monde. Et puis après toutes ces années d'animation, d'événementiel, Route du Rhum, Pécho, enfin j'ai vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire dans l'événementiel. Est arrivé Monsieur Covid. Ouais. Alors Monsieur Covid ou Madame Covid. Comme on le voit. Comme on le voit. Ouais. Alors dois-je dire merci
ou pas. C'est très particulier. Il y a 8 mois, je me suis retrouvé, même si le Covid date depuis 2020, mais il y a 8 mois, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. J'ai un enfant de 5 ans, j'ai une séparation, j'ai 60 ans, j'ai plus de travail. Les aides me permettent juste de respirer, mais c'est tout. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Pour les amis croyants, me disent remercie le ciel et autres, l'univers. Il y a quelque chose qui est sorti en moi, c'est l'envie de créer. Je faisais beaucoup de photos, j'ai jamais trop cru en moi, même si on me disait ouais tu fais des belles photos, etc. Surtout sur la nature, plus que sur oui vas-y tu voudrais faire des photos de mariage, non. Ça ne m'attire pas. Des poses, non. La nature, les arbres, j'adore la nature. Je suis très branché, attraper les arbres. Donc la nature, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est j'ai tendance à être beaucoup sur le passé. Je pense beaucoup à mon passé. Mais quand j'étais enfant, mes amis que j'ai perdus, enfants, etc. On m'a toujours dit, ouais, tu devrais voir devant que voir derrière. Et c'était difficile, hein? Oui, mais j'ai toujours vu plus derrière que devant, parce que je me suis dit, eux, ils sont partis jeunes, moi, peut-être que demain, ça va s'arrêter là. C'est peut-être négatif, mais en même temps, cette chose en moi a fait que j'ai eu une attirance depuis très longtemps sur les cases, les cases créoles. Les cases où il y a eu de la vie, il y a eu des vies, il y a eu une histoire, il y a eu des choses. Et je suis compositeur d'images. J'ai réussi à trouver le moyen de faire des collages. J'ai rien inventé. Je fais des collages, je fais des montages en photographie. Je ne suis pas peintre. En revanche, voilà, je fais des tableaux. C'est ça. Tu arrives à poser sur le tableau justement ce qui est ancien, comme tu dis. Exactement. Et mon travail, c'est sur... j'ai nommé ça l'empreinte du temps passé. Je marche dans toute la Guadeloupe, je visite toute ma Guadeloupe depuis 26 ans. Je rentre dans des cases qui ont 100 ans, plus de 100 ans. Il y a des choses qui s'est passées là, ça a été squatté pour certains moments. Il y a des choses qui sont arrêtées là, il y a la lumière qui passe, il y a des toiles d'araignée, etc. Il y a eu de la vie. Et mon œil, donc je m'appelle Mauve, M-O-V, mon œil à vue, parce que quand je suis attiré, que j'ai une émotion, j'ai quelque chose d'une vibration, je prends la photo, je prends des photos. Et ensuite, arrivé chez moi, je fais mes montages. J'essaie de trouver un équilibre au niveau de la verticalité, des couleurs, etc. pour, en 5 ou 4 photos, des fois 3, des fois 2, 1, 0, j'essaie de faire un tableau. Et je veux mettre vraiment en avant ce patrimoine guadeloupéen, notre patrimoine guadeloupéen. Et je vois que ça plaît énormément. Les amis qui m'ont déjà acheté des tableaux, qui cherchaient de la décoration, mais attention, c'est de la décoration, mais c'est de l'art, car chaque tableau est unique. Vous ne verrez il n'y aura jamais pas deux mêmes tableaux. Jamais. Vous avez un certificat d'authenticité avec. Chaque tableau est unique. Des amis qui cherchaient effectivement des choses sur la Guadeloupe réelle et qui ne viennent pas de Taïwan ou de Chine, etc., ont vu sur mes réseaux sociaux que je faisais ça depuis très peu de temps. Sont venus chez moi. Ma case créole correspond à comme un peu une galerie. Et on va venir justement en galerie Larsenbel. Les gens sont venus chez moi et ont acheté par coup de cœur. C'est des flashs. C'est des flashs. Ils s'arrêtent, ils se mettent dans le canapé et attirés avec des... Parce qu'ils ont du passé, ils ont 30, 40 ans de Guadeloupe, exactement. Et ils se souviennent de leurs parents, grands-parents qui ont vécu ces choses-là. Et donc, par chance, donc merci Covid, cette chose, cet art qui était en moi, cette envie de m'exprimer. Alors, j'ai appris une chose par une indienne qui m'a un jour massé, que je faisais de l'art thérapeutique. C'est-à-dire que tu t'es auto-soigné aussi, hein? Pardon? Tu as fait une autothérapie. Tout à fait, parce que je me soignais de quelque chose de très profond, la séparation, des choses au fond de moi, de longue date. Et j'ai trouvé, et ce qui est vraiment incroyable, c'est les tableaux qui sont chez moi actuellement, d'autres sont à Larsenbel pour le début de l'exposition. Je les regarde tous les jours, et je me dis, la personne qui a fait ça, elle ou lui, c'est incroyable. J'ai beaucoup de mal à imaginer que c'est moi. Et la preuve, c'est que même ma famille, mes amis d'enfance, qui sont en métropole, que je connais depuis pratiquement plus de 50 ans, n'en reviennent pas. Et j'ai eu des compliments, mais comme j'ai jamais eu de ma vie, même en tant que
DJ, animateur, où j'ai eu plein de compliments. Même quand j'étais au club, les gens adoraient la façon de travailler, de chanter, de danser, de faire des mimes, d'être comédien ou d'être dans le sport, parce que je suis militant de sport à la base. N'en reviennent pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour moi, c'est comme un miracle, une deuxième vie. À 60 ans, il se passe quelque chose. Je veux laisser une marque, une empreinte aussi pour mon garçon. Alors justement, on voit, on entend ton histoire. Est-ce qu'il a été facile cette reconversion? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de reconversion, parce que c'est exactement le mot. Ah, complètement. Tu es passé d'un ancien métier à un métier d'artiste. Et on sait aussi que pour les artistes, on ne peut pas ne pas parler du CAC. Oui. Parce qu'on voit la mobilisation des artistes. Oui. Est-ce que justement, dans cette branche que tu vas... c'est pas aussi une difficulté? Alors, complètement. Mais j'y crois tellement, mais j'y crois plus que tout. Autant j'ai toujours été, malgré les années d'expérience que j'ai, quand j'allais faire une soirée pour mixer et tout, j'étais dans un stress total, malgré sachant bien mixer. Mais là, je suis dans un contrôle total qui est incroyable chez moi. CAC, moi, ce centre des arts que j'ai bien connu, pour plusieurs raisons. En 92, j'accompagnais ma compagne qui était Dominique Delacoste, une des Vampes. Quand les Vampes sont venus avec Eric Lekim, qui était le producteur, a fait venir les Vampes. Et j'ai fait la poursuite parce que j'étais seul à connaître le spectacle par cœur. Par rapport aux techniciens. Donc j'ai fait ça, j'ai animé les Plumivores, donc j'ai animé, j'ai mixé, j'ai fait des spectacles en voyant Cassave, en voyant Tabou Combo. Et voir aujourd'hui comment c'était avant, et d'être repris par tous ces artistes, où il y a quelque chose d'incroyable. Quand je rentre là-dedans, je suis envahi d'émotions, parce que comme je disais, mais en Guadeloupe, il y a des artistes incroyables, mais incroyables, dans le chant, dans l'artistique, peinture, plastique, tout ça. Tout ce qui est... dans tout. Dans tout, dans le sport. Ouais. On est une île incroyable, mais on a un trésor exceptionnel. Et j'ai eu la chance, grâce à Virginie Verret, qui est à la société Booster, Booster Your Project, m'accompagner dans la communication, d'amener une table. Alors, j'ai chosifié. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est chosifier? Vous, téléspectateurs, chosifier quelque chose. C'est-à-dire mettre quelque chose, le chosifier, mettre une chose, quoi, je sais pas. Non, le transformer en quelque chose. J'ai un de mes tableaux, j'ai deux de mes tableaux que j'ai chosifié, c'est-à-dire que j'ai encadré en table basse. D'accord, c'est un tableau. C'est-à-dire que c'est une table basse, mais à la base, c'est un tableau que j'ai chosifié à la manière Marcel Duchamp, qui est un artiste des années 1800 des Brouettes. Et c'est un ami, Philippe Grison, qui est le directeur du Conservatoire d'Avignon, qui vient en Guadeloupe, qui m'en a parlé. Il m'a dit, c'est pas une table basse, parce que ton tableau, tu l'as changé, tu l'as chosifié. Donc j'ai appris on apprend un mot, chosifier. Voilà, chosifier, c'est on prend des coupes de champagne, vous mettez une table, vous faites une table, vous allez chosifier vos coupes de champagne pour faire des pieds de table. Upcycling, mais c'est pas mal. Voilà, donc c'est assez incroyable. Donc effectivement, le CAC, moi je trouve que c'est extraordinaire que ça a été repris par tous ces artistes, ces graffeurs que je connais très bien, qui sont adorables. Mais il y a un potentiel, mais mon Dieu, il faut leur donner les moyens, il faut nous donner les moyens. On a besoin de l'art. Le combat va continuer. Il faut nous donner les moyens à l'art. C'est pas possible d'avoir 2-3 sous pour essayer de faire des choses. Et justement, j'ai cette chance d'être invité cette semaine. Donc, à l'Art sans mêle. À l'Art sans mêle, qui avec aussi Viviane. mène un combat incroyable. Qui est le premier espace artistique en Guadeloupe, mêlant espace art coworking, galerie et matériel beaux-arts. Depuis 2019, à peu près 2020, elle a démarré. C'est exceptionnel. Il y a un nombre d'articles à l'intérieur d'art. Mais c'est un honneur d'être parmi tous ces gens-là. Et justement, cette semaine, jusqu'au 6, je suis invité, sponsorisé par la marraine Estelle Ayotte, je ne sais pas si vous citez la marque de Rome, Rome Caruquera, qui donc la marraine, sponsorise Olf, la superbe peintre Olf, qui gentiment m'a invité moi, a invité également Françoise Charol, qui est une très très belle peintre également. Je la connais depuis 20 ans, et j'ai halluciné en voyant ses œuvres. Et puis Alain Non,
qui nous vient de Métropole, avec des tableaux également. Et donc on vous convie à venir nous voir à l'Arsenmel. Il y aura le samedi 29, il y aura le vernissage avec dégustation, à boire avec modération bien sûr. Et puis surtout découvrir les artistes, discuter avec l'artiste. Et puis pour ma part, j'espère j'espère que je vais être un peu connu. Je vais décliner d'ailleurs mon logo sur des t-shirts prochainement. J'ai protégé auprès de l'INP d'ailleurs. Je vais faire des coussins, je vais me développer. Je suis parti dans un train qui ne va pas s'arrêter avant. Avant que je sois très vieux. Donc dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Alors avant, justement, on a montré les tableaux, mais la particularité, c'est que les tableaux sont faits dans des matières. C'est vrai que c'est des photos, comme tu l'as dit, des collages, mais les encadrements. Alors on va commencer par celui qui est à côté de toi, Prairie de la Roche-Noire. Voilà. Alors c'est très bien que tu m'aies relancé, parce que j'ai tellement de choses à dire. Mes tableaux, c'est de la photo. Et je mets sur différents supports. Alors, je travaille avec la société RAS. Ils sont vraiment extraordinaires. Vraiment, ils m'ont fait un travail. J'en ai eu les larmes aux yeux la première fois qu'ils m'ont sorti un des tableaux en plexi, que vous verrez plus bas. Ça a été vraiment incroyable. Donc, je travaille sur du plexi artistique, sur du panel, alu-panel, brossé ou pas, et du bois. Je fais là, sur ce panneau-là, donc encadré avec lafabrique.4, que vous connaissez, Bernard, Brigitte et son équipe, qui ont un œil pour trouver le cadre, parce que je vous ai amené que celui-ci, mais à la maison, j'ai des très très jolis cadres qui correspondent aux couleurs de l'intérieur des photos. Donc là, vous avez Marie-Galante. Marie-Galante, il y a des cases qui sont en train de perdre la vie, malheureusement. Et donc, je suis entré à l'intérieur d'une case. J'ai trouvé cette caisse de Coca-Cola qui datait de je ne sais pas quelle année. Les bouteilles consignées. Les bouteilles consignées, tout à fait. J'ai trouvé dans l'évier les gouttoirs en aluminium. J'ai trouvé des vieilles planches extérieures. Là, j'ai mis exprès à l'envers et j'ai fait ce montage. Là, vous avez Marie-Galante. Sur un autre tableau. Celui qui est au milieu. Je ne sais pas si on peut le... Oui, on le voit, celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu. Alors, vous avez un caillebotis qui vous emmène dans une perspective, on a l'impression, quand vous mettez de loin, vous rentrez dans une case. Et c'est un endroit de Guadeloupe, je crois du côté de Pointe-Noire, et où il y a également un vivier, mais c'est hallucinant, parce que l'autre fois, je suis parti sur Mornalo, Vieux-Bourg, je me suis arrêté, j'ai fait plus de 100 photos, et j'ai pas pu tout faire. Parce que quelquefois, vous avez des gens qui sont à côté, et qui se demandent, mais pourquoi ils font des photos ? Alors, il faut leur expliquer gentiment. Il y en a qui disent... j'ai fait un très très beau tableau pour un ami qui travaille au parc. Je lui ai fait un tableau sur un vieux lolo. J'ai eu un coup de foudre sur un vieux lolo qui avait chez moi à Grand-Bois. J'ai dû discuter, bien sûr, un peu avec la patronne, qui a compris ma démarche pour mettre en valeur. Et j'ai fait un tableau extraordinaire. Avec les marques qu'on connaît bien, de riz, de glace, etc. Avec ce vieux bois, il y a eu un coup de foudre. Cet ami, quand il l'a vu, il l'a pris en 2 secondes. Un ami de très très longue date. Parce que... Et il y a le dernier tableau qu'on voit au sol. Et le dernier, donc en plexi artistique, où le rouge est en avant, bien sûr. Il y a aussi, vous voyez, on voit derrière moi, là, ou devant, je ne sais plus, on voit le bleu. Alors, ce sont des peintures qui sont sur les cases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche, c'est vraiment... Alors, honnêtement, je ne vais pas mentir. Je retouche un petit peu pour mettre un petit peu en avant, mais je passe pas par... les Photoshop et compagnie. Non. D'accord. Okay. Et je fais aussi sur du bois. Avec la société Grand Large, j'ai fait un très beau panneau de 90 par 90 en bois que vous pourrez voir donc à l'Arsenmel cette semaine. Et également de 90 par 90 en plexi. Ils sont lumineux, couchés de soleil sur case créole dans les grands fonds. C'est à découvrir vraiment, à découvrir. Et si mes parents pouvaient être là pour ça. On va redonner les dates pour que les personnes justement puissent venir faire cette visite. Alors donc d'aujourd'hui, mercredi 26, c'est ça, jusqu'au 6, vendredi 6, c'est ça, jusqu'au vendredi 6 février. Donc à l'Arsenmel. Avec le Olf, qui est la principale artiste, qui est vraiment... C'est beau ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Françoise Charol, super aussi. Alain Non, de Métropole, très très beau également. Et puis Mauve, moi.
Il faut savoir que l'Arsenal se trouve sur la route de la Riviera. Tout à fait, et on ne peut pas la louper de toute façon. Alors, c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Ouais. Mais bon, même avec le couvre-feu samedi, on va faire attention, mais on pourra aller jusqu'à 20h, okay. sans problème. Compte sur vous. C'est dit, une très belle invitation comme vous avez pu voir. Donc on arrive au moment de la pause publicitaire et puis on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie du ZCL News. Retour sur le plateau de ZCL News, donc après toutes ces informations, le retour de Jocelyne Boucaud-Nampry pour sa chronique Coco Isabico. Donc on passe au deuxième plateau où nous avons le plaisir de recevoir Cilia M. Bonjour Cilia. Bonjour Naïla, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et les spectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. Toute petite voix et puis on va aussi dire bonjour à Martine, la culture selon Martine. Et oui, Martine, elle est avec vous aujourd'hui un petit peu plus tôt. Et puis avec le bonheur de partager cette antenne avec Naïla, ma chère amie. Salut. Voilà. Aujourd'hui, nous pas ensemble. Hein. Non, pas du tout. Mais avant d'aller vers nos deux invités, nous allons au téléphone, nous dirigeons vers le téléphone où on a Karine Duménil, la sœur de Bwana, qu'on connaît très bien pour ses actions auprès des jeunes de la ville de Bémaro et qui fait aussi partie des grands frères. Vous avez pu entendre leur arrestation et on a tenu justement à ce qu'elle puisse s'exprimer parce que ce sera l'occasion justement qu'elle nous décrive, qu'elle nous parle de son frère et de ses actions qu'il a menées durant toute sa vie. Alors Karine, tu es là Karine ? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour Karine. C'est vrai que ce matin, à notre réveil, on a vu ton live sur ton réseau. On a vu ce que on va dire, pas ta détresse, mais vraiment ce que tu as voulu nous faire, le sentiment que tu as voulu nous faire passer face à l'arrestation de ton frère, que tout le monde connaît. On va dire que toute la Guadeloupe connaît parce qu'il mène des actions auprès des jeunes, surtout en termes de réinsertion. Oui. Alors, on voulait que tu nous dises vraiment, qu'on découvre, pour ceux qui ne connaissent pas Bwana, qui est Bwana, qui est ton frère? Déjà, merci de me donner la parole, Naïla, parce que moi, j'ai été dans un état de sidération ces derniers jours et j'ai pu m'exprimer que ce matin. Qui est Frédéric? Tout le monde l'appelle Bwana. Tout le monde l'appelle mon frère Bwana. Pour moi, c'est Frédéric. Ouais. Frédéric et moi, on a à peine 2 ans d'écart. Je suis désolée, je suis très émue. C'est très, très difficile pour moi. Je sais. Frédéric, je suis la seule fille d'une fratrie de 4 frères. Et Frédéric, c'est mon grand frère, d'ailleurs, on a 18 mois d'écart. C'est quelqu'un de très protecteur. Frédéric, c'est quelqu'un qui vous aime parfois d'un amour étouffant. Voilà, c'est tout ou rien. Et c'est quelqu'un qui aime plus les autres que lui-même. Voilà. Comme je le disais dans mon live sur Facebook, Frédéric ne travaille pas. Son travail, c'est pas un travail où il doit se réveiller le matin à 8h et finir à 17h. C'est sa mission de vie. Et comme je l'expliquais, Frédéric a déjà vécu beaucoup d'injustices dans sa vie, dont une qui lui a valu de subir une grosse opération qui avait duré 6 heures à l'époque suite à un accident de la voie publique, qui était déjà une injustice à l'époque. Et à cette période-là, Frédéric avait failli perdre la vie. Et il y avait 2 choix. Soit Frédéric devait être amputé de sa jambe, soit il devait mourir. Quand Frédéric a eu cet accident-là, moi, c'était en 2007, en juillet 2007, exactement, je m'en souviens. Je prends l'avion, je saute dans un avion, je vais voir ce qui se passe. Frédéric avait déjà 4 enfants. Sa dernière fille, à l'époque, avait que 2 mois. Et Frédéric avait projeté à l'époque de rentrer en Guadeloupe. Au moment où Frédéric a son accident, son appartement à Paris est déjà... il a déjà remis le bail, en fait. Donc Frédéric se retrouve accidenté, sans maison en France, et avec 4 enfants à nourrir. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'avion à ce moment-là, avec ma mère à l'époque, ma fille. Frédéric s'en sort. Le chirurgien, d'ailleurs, nous dit à l'époque qu'il n'a jamais eu un tel patient. Un patient aussi costaud physiquement et moralement, puisque pour lui, Frédéric a été déjà un miraculé. Voilà.
Cette injustice-là, Frédéric la garde en lui depuis dès lors. Hein. C'est quelque chose qui l'a marqué, qui nous a tous marqués d'ailleurs. On a pu traverser cette épreuve-là. Et Frédéric décide quand même de rentrer en Guadeloupe à ce moment-là. Et nous, on lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, rentre en Guadeloupe, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il se questionne sur sa vie à ce moment-là. Et au lieu de se guérir, de se reconstruire, le seul moyen qu'il a trouvé pour se reconstruire à ce moment-là, c'est d'aller retrouver ses amis et constate qu'il rentre en Guadeloupe. Au moment où il rentre en Guadeloupe, que tous ses anciens amis sont soit dans la rue, soit enfin pas tous, faut pas que je dise ça, mais en tout cas une majorité, des gens qui étaient prometteurs, des gamins qui avaient des têtes à l'époque. Ces gamins-là se sont retrouvés 10 ans plus tard, soit dans la rue, soit dans la drogue, soit dans des grosses difficultés, et avec peu de personnes pour leur tendre la main. Donc Frédéric, à ce moment-là, avec ses béquilles, béquilles au poing, comme je le disais dans la vidéo, et non pas armes au poing, puisqu'on essaye de le faire passer pour un gangster. Frédéric prend une table devant le stade de Bémao, puisqu'à l'époque, Frédéric, c'est quelqu'un qui n'aime pas rester enfermé en plus. C'est quelqu'un qui aime aller au contact des gens. Donc Frédéric décide de se mettre devant le stade avec une table, une chaise, de faire des grillades, des poulets rôtis, ce qu'il appelait sa recette de chicken chica. C'est vrai. Voilà, ces fameux chicken chica. Et dans ce bar-là, il décide de réinsérer ses amis, de leur faire passer le permis, de leur faire passer le permis, de les réinsérer, de les aider, les aider, parce que Frédéric ne comprend pas que ses amis d'école, en fait, se retrouvent dans ces situations-là. Et c'est comme ça que la vocation de Frédéric est née. C'est comme ça que sa vocation est née, à un moment de sa vie, en fait, où il est en grande difficulté. Donc cette blessure d'injustice, elle perdure, et je pense que c'est son moteur, en fait, tous les jours pour se réveiller et aider les gens. Et donc voilà, quoi. Donc aujourd'hui, Frédéric se retrouve incarcéré, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'on a entendu des chefs d'accusation assez lourds. Ça ne reflète pas du tout sa personnalité? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que je suis la sœur de Frédéric. Vous allez demander à n'importe qui d'autre. D'autres personnes diront la même chose. Et ce que j'aimerais préciser, Frédéric, quand il a tort, il dit qu'il a tort. Il fait profil bas et il dit oui, j'ai tort. Mais si Frédéric a raison, il ne se laissera pas faire, il dira non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, et non, ce n'est pas ça. Donc le procureur a mis en place ses chefs d'inculpation, il a mis Frédéric en examen. Ça, je ne sais pas quelle est la vision du procureur là-dessus, parce que ça a été tellement violent, du jour au lendemain, on nous a dit c'est comme ça et pas autrement. Mais moi, je ne suis pas professionnelle du droit, je ne comprends pas comment, lorsque l'affaire a commencé, vos confrères de Guadeloupe Première, je les cite, ont sorti l'article. Frédéric était en garde à vue à ce moment-là. Frédéric était en garde à vue. L'article de Guadeloupe Première s'est terminé par « Ils seront tous déférés au parquet ». C'est comme si ils étaient jugés, condamnés avant d'être jugés. Comment des journalistes qui sont censés faire preuve d'impartialité peuvent écrire à la fin d'un article dans un état de droit, dans le soi-disant pays des droits de l'homme, qu'ils seront déférés au parquet? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne laisse même pas le temps de chercher. Pour que je vois que hier, un autre reportage sort, on va interroger, parce qu'apparemment mon frère on dit que mon frère a essayé de faire de l'extorsion de fonds. Mon frère n'a pas d'argent. Mon frère n'a jamais acheté une voiture neuve de sa vie. Mon frère n'est pas propriétaire de son logement. Mon frère est locataire de son logement. Mon frère, c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or. Mon frère, c'est un père de famille. Il a 4 enfants en métropole et 1 en Guadeloupe. Sa fille aînée, qui a 20 ans aujourd'hui, est étudiante. Il doit payer les études de sa fille. D'accord? Chaque année, Frédéric part au mois de septembre en France faire la rentrée de chacune de ses filles. Depuis le début du Covid, Frédéric n'a pas eu d'argent pour se payer un billet d'avion pour aller suivre la scolarité de ses enfants. Et si le procureur fait bien son travail, il verra qu'il n'y a aucun billet d'avion, ni chez Air France, ni chez Air Caraïbes, ni chez aucune compagnie aérienne au nom de Frédéric Duménil. Donc quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des gens, il voyage, il chill, il gaspille de l'argent, il vit la belle vie. Mon frère n'a pas une belle vie en fait. Mon frère a la même vie que la majorité des Guadeloupéens moyens. Il a une vie qui est compliquée.
Et ce qui le maintient en vie, c'est son travail. C'est la satisfaction personnelle que lui procure son travail. Voilà. Donc, moi, Frédéric, c'est pas, on ne peut pas dépeindre aujourd'hui mon frère comme un gangster, alors même qu'on donne pas d'éléments. On ne peut pas laisser les gens, une famille comme ça, sans éléments. Encore une autre chose. Hier, je vois qu'il y a un reportage qui est sorti disant qu'on a interrogé les 2 directeurs des grandes enseignes de Guadeloupe. Ils disent que personne ne les a approchés pour leur extorquer quelque fonds que ce soit. Mais c'était avant qu'il fallait qu'on creuse de ce côté-là. C'était avant. Donc moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe en Guadeloupe. J'aimerais savoir quelles sont les intentions des personnes qui ont décidé de s'attaquer à mon frère. Et pas qu'à mon frère, je ne connais pas toutes les personnes qui sont en détention aujourd'hui. J'aimerais faire aussi un clin d'œil à la famille de The Brist, parce qu'on parle beaucoup de mon frère, c'est vrai, mais The Brist aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est un philosophe, cet homme-là. C'est un philosophe. The Brist, quand vous voulez comprendre ce qu'est la vie et philosopher sur la vie, discutez 5 minutes avec The Brist. Voilà. Donc c'est des personnes qui donnent du sens, un sens peut-être moral, voire même parfois spirituel, à ce qu'est la vie, dans toute sa complexité et dans toute sa difficulté, qui sont aujourd'hui enfermés. Mais quel est le but ? Quel est le but ? Et on se retrouve, et c'est le même mécanisme en fait qui a été mis en place par cette histoire de vaccin. Je ne me suis jamais exprimée sur la vaccination. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de s'exprimer. Dès qu'on s'exprime publiquement, on est attaqué. On est attaqué. Dans quel état de droit est-ce que l'on vit ? Est-ce qu'on est réellement dans un état de droit ? Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes contre le vaccin, vous êtes diabolisé. Si vous dites que vous êtes vacciné, vous êtes diabolisé. On ne peut plus s'exprimer. Voilà. On a voulu t'entendre parce qu'on sait très bien que... c'est comme tu dis, Frédéric est très connu, surtout auprès des jeunes en difficulté. C'est vrai que là, aujourd'hui, il faut le savoir, Karine, qu'il y a eu une mobilisation devant le tribunal où tout le collectif ainsi que l'INH pour la santé et bien d'autres se sont mobilisés pour soutenir tous ces jeunes qui sont détenus actuellement. Donc, comme on dit, la vérité triomphera. On le souhaite. On le souhaite de tout cœur. On le souhaite aussi. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Je reçois énormément de messages de beaucoup de Guadeloupéens. Mais si Frédéric est enfermé aujourd'hui, c'est que Dieu sait que Frédéric a les épaules pour supporter ça. Moi, j'aurais pas pu supporter ça. Et de l'extérieur, j'ai du mal à le supporter. Je le dis clairement. Parce qu'on est clairement face à une injustice, on est face à une vendetta. J'aimerais également, pour moi, il y a un aspect politique aussi dans cette affaire. Il faut pas se le cacher. Il faut dire les choses telles que moi je dis les choses telles que je les ressens. Si c'est une affaire, une vendetta politique, que les politiciens règlent leurs problèmes entre eux. Nous ne sommes pas des politiciens. Frédéric est un père de famille. Frédéric a des enfants à élever. Frédéric a des parents. Mes parents sont âgés. Et Frédéric doit s'occuper de ses parents. Donc Frédéric n'est pas un politicien. Si Frédéric aurait voulu faire de la politique, aujourd'hui il serait élu. Frédéric a tellement et tellement enthousiasme, tellement de personnes, qu'aujourd'hui, si Frédéric se serait présenté à une élection municipale ces dernières années, il serait maire. C'est qu'il ne voulait pas le faire. Ça ne l'intéresse pas, la politique. Ce qui intéresse Frédéric, c'est d'être sur le terrain et de quantifier ses actions et se dire aujourd'hui, on a fait ça, on a aidé tant de personnes. Et j'aimerais préciser encore une chose. Quand Frédéric a commencé ses actions en 2017, après son accident de la voiture, la ville de Bémao était la ville la plus dangereuse de Guadeloupe. On ne marchait pas correctement à Bémao. On marchait la peur au ventre à Bémao quand Frédéric est arrivé. 2 ans plus tard, on a quantifié, et vous pourrez aller à la mairie de Bémao demander les chiffres. Frédéric, rien faire à lui tout seul et avec l'aide de ses collègues, en tout cas de par le travail qu'il fait par lui-même, on avait comptabilisé 500 jeunes réinsérés en une année. Et à l'époque, Frédéric était bénévole. Frédéric était bénévole quand il réinsérait 500 jeunes chaque année. Quand Frédéric a commencé à faire les premières parties de concert à la ville de Bémao, vous savez comment ça a commencé ? Vous savez comment ça a commencé ? Frédéric ne comprenait pas pourquoi certains de ses amis se retrouvaient en prison. Frédéric a été aller voir le juge à l'époque, et si le procureur enquête correctement,
Frédéric allait voir le juge pour dire Madame le juge, Monsieur le juge, s'il vous plaît, un tel a été sage, il s'est formé en prison, on fait un concert, est-ce que vous le laisserez sortir pour qu'il puisse être récompensé de sa bonne conduite? Le juge faisait confiance à Frédéric là-dessus. Il n'y a jamais eu de problème. Et aujourd'hui, Frédéric est enfermé et on le traite comme un terroriste. Le travail de Frédéric, c'est d'empêcher les jeunes. Le Figaro a fait un article sur Frédéric en 2011, où Frédéric témoigne avec son collègue de l'époque, qui est encore son collègue aujourd'hui, où Frédéric témoigne qu'un soir, il a dû se réveiller au milieu de la nuit pour empêcher un beau-père de tuer son beau-fils, un gamin de 17 ans. L'opération Déposer les armes a été initiée par Frédéric en Guadeloupe. C'est Frédéric, monsieur le procureur, dans votre enquête, cherchez bien, c'est Frédéric qui a initié l'opération Déposer les armes en Guadeloupe. C'est Frédéric Duménil qui a instauré ça. Ne pas manger, oublier. N'oubliez pas. Enquêtez, monsieur le procureur. Faites votre travail, parce que c'est votre travail. C'est peut-être aussi votre mission de vie d'être dans la justice. Mais si vous êtes un homme juste, monsieur le procureur, faites les choses correctement. Et j'aimerais aussi en renvoyer un message, parce que j'ai eu une joute verbale sur les réseaux sociaux avec Madame Jasmin. Madame Jasmin, arrêtez d'aller sur des médias internationaux, dire « Ah, si le procureur a dit ça, eh bien c'est que c'est ça ». Arrêtez, vous n'êtes ni juge ni procureur, Madame Jasmin. Je suis la sœur de Frédéric. Je dois appeler ma famille tous les jours pour savoir comment ils vont. Arrêtez de détruire les gens avec votre langue. Arrêtez. Vous n'êtes pas juge, Madame Jasmin, et vous n'êtes pas dans l'enquête. Comment vous pouvez vous permettre d'aller sur France Info dire si le procureur a dit c'est que c'est ça? C'est aucun enquêté, Madame Jasmin? Ou son enquêtrice? Ou c'est MacGyver? Qui m'oubliez? Taisez-vous. Vous êtes sénatrice de la République et là, on ne vous entend jamais sur les dossiers de la Guadeloupe, ni sur le chlordécone, ni sur les femmes, toutes ces femmes, les milliers de femmes. J'ai des amis qui, à cause du chlordécone, ne font pas d'enfants, ne peuvent plus avoir d'enfants. Si nous n'avons qu'à faire de il n'y a pas qu'attendre-vous parler de femmes en Jasmin, ou sont cadres de santé. Vous êtes cadre de santé, mais la seule chose que vous trouvez à faire, c'est d'aller cracher sur le dos de mon frère et des personnes qui sont actuellement en prison, d'accord, qui ont été emprisonnées. Là, il fait qui conseille au Qatar de vous, Jasmin. Et après, vous dites que vous allez vous positionner en victime en disant que les gens vous menacent. Personne ne vous a menacé, je ne vous menace pas. En cas de demander au Jasmin de modérer Bouchard. Voilà, c'est ça nous demandons. Modérer Bouchard sur les réseaux sociaux et sur les médias nationaux. Lorsqu'on ne sait pas, on applique la présomption d'innocence. Et je demande aux élus qui se délectent de la situation, et je les nomme Madame Jasmin et Victorin Lurel, modérez Bouchazot. Alors Karine, on t'a bien entendu, c'est vrai que de là où tu es, c'est assez compliqué et difficile, mais tu as le soutien de beaucoup de gens. On ne peut que te soutenir et te dire que dans cette épreuve, c'est jamais facile, mais que... Il fallait qu'on fasse la lumière sur la personnalité de Frédéric, comme tu dis que tout le monde appelle Bouana, parce que beaucoup de jeunes, si aujourd'hui ne sont pas en prison ou s'ils sont réinsérés, c'est grâce à lui. Donc c'était bien de savoir que c'était un père de famille, un fils et un frère, et que dans ces moments, il faut parler. Ah, on a été coupé. Donc, on continue avec nos invités sur le plateau. Donc, on a pu entendre Karine Duménil, le frère de Frédéric Duménil d'Ibouana. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à sa famille dans cette épreuve. On sait que ce n'est pas facile. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Mais comme on dit, il faut y croire. Il faut croire à ses œuvres. Il faut croire à ce qu'il a pu réaliser. Et on aura, comme on dit, on aura le mot de fin de l'histoire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de fort. Il est ce matin à la conférence, à la lutte devant le tribunal, Maître Tacita a parlé et a laissé passer le mot en disant que tous ces jeunes demandent à la population de ne pas s'inquiéter parce qu'ils sont forts dans leur tête et qu'ils vont tenir bon. Alors, on va retourner vers Cilia M. Cilia M, qui est une artiste, elle est interprète, compositrice. Et avec elle, on va revenir justement sur de la musique qu'elle a connue très très jeune, parce qu'apparemment sa maman aussi était chanteuse. Oui, alors je tiens à dire quand même un mot. Ah oui, tu peux. Personne parce que c'est bouleversant. Elle m'a bouleversée. J'ai été bouleversée. Et puis je souhaite beaucoup de courage. Je soutiens aussi.
c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Et c'est difficile après ça de parler. Non, mais c'est vrai que c'est la situation qu'on vit en Guadeloupe en ce moment. Voilà. On ne pouvait pas ne pas lui donner la parole, c'est clair. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Exactement. Donc, l'intérêt qu'on a aujourd'hui de te voir, c'est qu'en plus, tu as choisi une chanson qui est qui parle, qui est vraiment dans l'air du temps. Mais avant qu'on ne puisse parler de cette musique, on va découvrir comment dire, à qui tu es vraiment. C'était une talentueuse parce qu'on a su t'écouter. Mais donc, tu disais que la musique, dès ton enfance, tu ne pouvais pas faire autre chose? J'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'avec une maman chanteuse, c'était compliqué. Puis la musique fait partie de moi. Alors justement, dans ta musique, quelles sont les sonorités qu'on retrouve le plus? Le zouk actuellement, c'est sûr. La musique caribéenne. Je suis très éclectique dans mes choix, dans mes goûts personnels. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est du zouk. C'est vrai qu'on t'a déjà vu sur beaucoup de scènes. C'est vrai que les gens se rappellent peut-être pas, mais c'est vrai que tu n'es pas inconnue du milieu artistique. Tu as décidé de faire ton comeback à quel moment? De revenir sur scène? Le vrai comeback, même. On ne peut pas dire que j'y étais poussée, mais à chaque fois, ça me rattrapait. Parce que j'avais une longue pause. Et à chaque fois, on me rattrapait, on me disait non, mais Célia, il faut que tu continues et tout. Et puis c'est vrai que le vrai comeback avec Proche en moi, ça fait en 2022. Donc c'est fin 2020. 2020. On va dire que le Covid a fait beaucoup de choses. Oui. Comme on disait avant, toi, le Covid a révélé des talents cachés ou bien a fait émerger des projets qu'on faisait enfouis. Alors justement, on va revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que tu es revenu avec un single. Oui. Un single que beaucoup de gens connaissent. C'est une des chansons de Claudicia. Oui. Donc, pourquoi ce choix? Et pourquoi pas? Parce que Claudicia a beaucoup de chansons à son actif. On sait que c'est la conscientisation du peuple. Elle est vraiment dans la conscience de la génération consciente. Donc, il y a une particularité qui t'a attirée sur cette chanson? C'est vrai que c'est aussi ce conseil, parce que j'aimais pas que celle-ci. Mais c'est vrai que celle-ci, j'aime beaucoup cette chanson. Et puis on m'a dit, mais c'est bien, tu devrais plutôt reprendre celle-ci. Alors, quel est le message, justement, parce que c'est vrai que cette chanson a déjà de la bouteille. C'est vrai que prendre des reprises, c'est pas évident. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que Claudicia, à un moment donné, avait un message à faire passer à cette génération. Quel est le message de Célia? Mon message, c'est... mon Dieu ne peut pas laisser au fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein d'injustices, comme on vient d'entendre là tout à l'heure. Pour moi, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Et ce texte, justement, me parle énormément parce que je vois beaucoup d'injustices, parce qu'on vit des choses compliquées. Et comme je suis croyante, donc voilà, je me dis que le texte, en fait, si j'ai un message à faire passer au jour d'aujourd'hui à la population entière, à toutes les personnes qui nous regardent, même ceux qui ne regardent pas, qui reviendront après, c'est croyez en ce que vous faites et surtout restez focus avec vos convictions. Alors, on va passer un extrait, justement, de cette musique qui nous fait faire un retour en arrière, un vrai retour en arrière, mais aussi un retour vers le futur. Oui. Conserver ça qui rend.
Mon Dieu peut pas laisser au fait. Mon Dieu peut pas laisser au fait. Les gens y ont fait pour un mec. Les gens y ont fait pour la paix. Pour que les mystères de la terre partent un jour. La sentence de la fin offre un destin. Tu devras respecter ton histoire. Ouais, sortez vivant d'expériences passionnantes. T'es en moins délivré d'insouciance. Moins fait, on rêve. Après la guerre pour briser l'or. Belle reprise. Hein. Merci. Très très belle reprise. Alors oui, cette chanson a beaucoup d'âge. Alors quand je dis de la bouteille, c'est-à-dire que c'est du bon vin. Okay? Donc oui, cette chanson, on l'a entendue dans les années 90 et 2022 nous revient avec une voix féminine. Alors justement, quelle est ton actualité? Je sais que tu es aussi égérie d'une Oui, d'une marque, oui, Mansaya. Ansaya. Alors c'est vrai qu'on on te voit porter justement les vêtements. Aussi, pas que. Ouais. Il y a aussi, ouais, il y a du Mansaya dedans. Alors Mansaya, comment s'est fait cette connexion avec toi? Ben, Mansaya, celle qui s'occupe de recruter, en fait, Ouais. les égéries, c'est Justine. Ouais. Donc, elle est venue vers moi, elle m'a proposé, tout simplement, elle m'a dit, j'aime ce que tu dégages, et donc j'aimerais que tu sois l'égérie de la marque Mansaya qui s'installe en Guadeloupe. J'ai accepté avec plaisir. Alors, donc, on sait qu'avec le Covid, avec les situations sanitaires, il est difficile de trouver des scènes. Mais est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que sur les réseaux, on peut te suivre? Est-ce que tu as des productions? Bien sûr, sur les réseaux. Donc, Cilia Musique, sur Facebook. Cilia Musique officielle sur YouTube, Instagram. Et puis, j'ai une page aussi qui s'appelle Cilia Musique Page. Voilà. Ouais. Je pense que les réseaux, je ne suis pas sur Twitter. Ouais, mais tu es sur Instagram. Voilà, déjà. Au moins, si vous voulez la retrouver, elle est sur Instagram ou sinon sur YouTube. Vous tapez Bondier, Pépa laisser au fait. Et concernant les scènes, j'espère cette année. Ouais, on espère, si jamais tout se passe bien. C'est vrai que c'était un peu compliqué, même pour être égérie, c'était compliqué aussi pour diffuser les images et tout. Bon, c'est pour ça qu'on s'est rattrapé un peu dans le clip. Mais je te remercie d'être venu et de nous avoir fait profiter justement. Je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent derrière moi. Oui, les personnes qui m'ont permis d'être ici aussi, l'invitation, merci beaucoup. Toute l'équipe de Couleur Musique, mon équipe à moi aussi, mon manager, mon agent et mon attaché de presse. Voilà. Tout le monde y est passé, on n'a oublié personne. Alors on va poursuivre avec bien entendu la chronique selon Martine générique. La culture, on continue. On est toujours dans la culture. Oui. J'adore Le soleil lève le matin à ta dans le ciel là. Que tout petit oiseau qui t'es parce que y'ont content. Moi quand t'es comme ma vie la divinité. Alors Martine, mais comme chaque mercredi, on te retrouve pour la culture. Qu'est-ce que tu nous as rapporté de bon? Eh bien ma chère, rien. Oh. Comme ça, tout est dit. Ça commence bien. Ça commence bien. Tu le sais, ma chère Naïla, et je dis bien bonjour à tous nos téléspectateurs, auditeurs, fan club. Ils se reconnaîtront, amis, alliés et, comme on dit, si bien. Donc oui, c'est un peu compliqué en ce moment. On le dit, on le redit chaque semaine, mais c'est compliqué parce que la culture a du mal à reprendre ses droits. On a du mal à produire, on a du mal à s'exprimer. C'est un fait.
Donc, trouver de l'événement, de l'événementiel, un agenda, c'est encore un peu complexe. Je suis certaine que cela reviendra très vite et que nous allons pouvoir à nouveau écouter de la musique, aller au théâtre, danser. Il y a quelques reprises, hein, j'en parlerai tout à l'heure au niveau de l'agenda, mais ça reste encore relativement timide. Alors je brode en ce moment. Alors non point comme la femme d'Ulysse, hein, je ne brode pas un apron, mais c'est-à-dire je fais du remplissage, ce que je suis en train de faire en ce moment pour que les minutes s'écoulent et que j'ai très peu de choses à dire. Donc, et ça fonctionne, et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc quand même, j'ai des petites choses à vous dire dans un sommaire très bref. Nous allons revoir en images ce que nous avons pu produire il y a quelques jours avec quelques membres de la team ZCL, puisque nous nous retrouvons chaque année pour un déjeuner annuel. Donc j'ai fait une petite vidéo très simple, basique même, ça ne me ressemble pas, mais en ce moment c'est très compliqué. Je suis obligée de me faire des compliments. Qui va te les faire sinon? Donc ça ne me ressemble pas de faire une vidéo basique, mais c'est ce auquel vous aurez droit aujourd'hui. Donc on va le regarder là, c'est ça? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut garder le meilleur pour la fin. Ok. Soyons un tout petit peu sérieuses, puisqu'on m'attend quand même là-dessus. Un agenda bref, certes, mais quand même une petite revue de presse, puisque au niveau du ministère de la Culture, on se donne beaucoup de mal pour relancer la culture. Et la culture, donc, va être aidée sur plusieurs plans, à la fois sur les festivals, donc festivals de musique, parce que maintenant, il y a des protocoles qui sont mis en place. Il y aura également des aides qui seront également adressées à tous ceux qui sont des auteurs, hein, et des autrices, mais également aux musiciens eux-mêmes. Chaque semaine, donc, j'essaye de revenir sur les appels à projets, appels à candidature, sur lesquels on peut aller chercher des fonds. Et cette semaine, je vous propose un appel à candidature en résidence d'auteur à l'école. Donc, on met les enfants en première ligne, cette fois-ci, pour un programme qui va permettre aux élèves de découvrir le métier d'auteur, d'autrice, et tout ce qui concerne le processus de création d'une œuvre. Une bourse donc de résidence en milieu scolaire qui a pour objet d'attribuer une rémunération à des auteurs, écrivains, illustrateurs, traducteurs qui interviennent dans des écoles, collèges ou lycées sur le territoire français et bien évidemment la Guadeloupe, la Martinique aussi. Et ce, pourquoi? Pour conduire des projets de création avec les élèves et participer à des programmes de rencontres avec ces mêmes auteurs et leurs ouvrages. Cela pour leur permettre peut-être de découvrir et de poursuivre, lorsqu'ils l'ont abordé, un programme de création littéraire personnelle. Résidence d'auteur, disais-je, à l'école, avec pour objectif premier de permettre aux élèves de rencontrer un auteur de littérature, de découvrir son œuvre, de développer l'intérêt des élèves pour les livres et la lecture, bien sûr, encourager également leur créativité, à travers de la pratique d'écriture, et puis enfin inciter les auteurs eux-mêmes à construire des projets de création dans lesquels ils vont intégrer des élèves qui vont pouvoir participer à ces programmes à leur côté et participer autour de cela à des rencontres qui vont permettre de travailler ensemble une production littéraire. Donc voilà un petit peu le contenu. Maintenant, qui peut bénéficier de cette aide? Donc des personnes physiques, bien sûr, qui remplissent des conditions qui sont les suivantes: être un auteur, une autrice, francophone de préférence, essentiellement d'ailleurs, attester d'au moins un ouvrage personnel en français qui a été publié chez un éditeur ou est diffusé sur des réseaux des libraires de France. S'engager à construire avec les élèves, et c'est bien là le point le plus important, s'engager à construire avec les élèves un projet de création qui va être défini au préalable avec l'équipe éducative qui fera l'objet ensuite d'une restitution. Et établir donc un calendrier d'intervention. Ceci peut se dérouler sur 6 demi-journées, par exemple, en réparti sur une période qui va aller au maximum à 3 mois. Les candidats qui vont être sélectionnés autour de cet appel à projet vont recevoir une bourse d'aide d'un montant total de 2 000 €. Et donc, pour cela, il faut qu'ils posent leur candidature au travers d'un formulaire qui existe soit directement sur la page du ministère de la Culture, sur celui de la DRAC Guadeloupe, mais également au lien suivant qui est résidence, enfin c'est une adresse email, résidence, comme le mot résidence, .école@centrenationaldulivre.fr. La date limite approche, 5 février pour déposer votre candidature, et bien sûr sur les mêmes sites vous allez pouvoir télécharger tout le dossier d'appel à candidature et les formulaires également. Donc voilà, à vos ouvrages et donc à vous qui êtes auteur, qui êtes autrice, qui êtes libraire, cela peut vous intéresser. Voilà pour le sujet fort.
Un agenda, il y en a un, tout le monde le connaît, le FEMI, c'est en ce moment. Je n'en dirai pas grand-chose, c'est juste un rappel pour dire que c'est quand même la 26e édition de ce festival du film de Guadeloupe, qui a été, il faut le rappeler, hein, même s'il y a pléthore de festivals aujourd'hui d'une nature différente, mais il y en a beaucoup, mais ça a été le premier festival, le tout premier en Guadeloupe. Et il a une particularité, c'est que ce sont des femmes qui ont créé ce festival, il faut le redire aussi. Félix Edessia, c'était l'une des personnes qui a participé à cette création. Et je me souviens des périodes et des jours heureux du FEMI où on avait des acteurs américains, des personnalités incroyables qui étaient invités. Il fallait être au FEMI, il fallait aller voir les projections, il fallait être à la première, à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie également de clôture. C'était des moments extrêmement incroyables. Et ça, à une période où effectivement tout était permis et où on avait vraiment encore des possibilités. Donc je vous rappelle ce FEMI, 26e édition du 22 au 29 janvier, c'est en ce moment. N'hésitez pas à y aller, il y a des projections qui sont hybrides, c'est-à-dire en présentiel et aussi bien sûr, compte tenu du contexte, avec des temps qui seront en distanciel. C'est l'association Images et Culture du Monde qui est l'organisateur. Beaucoup de sélections au niveau des courts-métrages, avec un seul que je vais vous présenter parce que c'est mon chouchou et parce que je le connais, Cache-Cache de Olivier Cancel, de Guadeloupe. J'ai déjà vu ce court-métrage par 2 fois, avec une actrice, Myrtille, un petit trou de mémoire sur son prénom, mais elle se reconnaîtra, et Olivier aussi. Un film vraiment, vraiment étonnant, très, très intéressant, qui parle, je ne vous en dirai pas plus, qui parle de la perte de mémoire avec cette maladie Alzheimer. Mais est-ce réellement l'Alzheimer dont il est question dans ce film? C'est tout ce jeu autour de Cache-Cache, qui est un magnifique court-métrage. Et nous avons également une personne que j'aime beaucoup, Mariette Montpierre, qui elle aussi présente un film et qui sera sur le plateau parmi donc l'ensemble des invités de cette 26e édition. Je ne les citerai pas tous, mais sachez qu'il y a quand même, pour conclure, il y a 8 films qui vont être en compétition au niveau du prix final. Donc là, c'est aussi un grand moment qui vous permettra de rencontrer des auteurs de films, des réalisateurs, et de passer un excellent moment avec le public qui y sera invité. Donc webconférence pour beaucoup des conférences qui vont être proposées. Une marraine, je dis un dernier mot de cette nouvelle édition, Jessica Genius, tout le monde saura son nom maintenant, réalisatrice du film Freda, qui a été sélectionnée au Festival de Cannes 2021. Elle présidera ce fameux jury des longs métrages dans lequel il y a 8 films en compétition. J'aurais tout dit, sauf que maintenant, je vous propose, pour vous détendre, un tout petit clin d'œil en passant par le MACT, où se tient toujours l'exposition Prix d'architecture de Guadeloupe, qu'on appelle le PAG, P-A-G, qui se poursuit. Et là aussi, vous avez la possibilité d'aller visiter cette exposition. Elle est encore présente jusqu'à quelques jours, avec en plus de ça des conférences et des ateliers, des conférences qui vont se tenir avec différents architectes de Guadeloupe. D'une part, selon un calendrier, par exemple samedi 29 janvier, vous aurez une conférence avec Laurent Laval et Eric Ramlal, excusez-moi. Le samedi 5 février, vous aurez Eric Allais, distinction dans la catégorie j'arrive pas à dire ce mot. Zepicman. Voilà, c'est ça. Alain Nicolas, enfin plusieurs conférences tout à fait intéressantes d'ateliers pédagogiques qui sont proposés à la fois par le CAEU et bien sûr donc l'équipe du PAG. Donc voilà, c'est actuellement au Memorial Act. Nicolas Rigaudot, qui est un des architectes aussi, va intervenir sur différentes de ces conférences. Donc allez-y, c'est le moment ou jamais. Et à l'Archipel, en ce moment, un week-end qui va être riche entre la compagnie Mangrove qui va nous présenter là aussi une chorégraphie, la toute nouvelle création chorégraphique de Hubert Petitphard, et qui s'appelle... il y a des mots que je ne peux pas prononcer en ce moment. C'est la compagnie La Mangrove, et le nom de ce truc, c'est Ustium. Voilà, c'est pas facile à dire, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Donc, création chorégraphique à l'Archipel en ce moment. Allez, je ne vous embêterai pas plus avec mon agenda super rapide. Je vais vous laisser vous détendre avec qui? Oui, voilà, donc c'est à l'Archipel. Donc, c'est pas de cette chorégraphie qu'il s'agit, mais c'était pour vous démontrer qu'à l'Archipel, il se passe toujours quelque chose, que ce soit en danse, chant,
musique, etc. Et donc ce dernier petit clin d'œil, c'est pour vous donner envie. Nous étions il y a quelques jours dans un lieu qui s'appelle Karukeraland, qui a été notre partenaire et qui nous a accueillis pour un déjeuner en toute intimité de quelques membres de l'équipe de la Team ZCL, comme chaque année, organisé dans un lieu qui est bien guadeloupéen, qui se trouve à Sainte-Anne, où vous pouvez allier à la fois détente, musique, piscine, y aller en famille. C'est un lieu prodigieux pour ça. Alors bien sûr, avec la situation que nous vivons, donc le nombre de personnes est limité, également c'est très contrôlé, mais quelques familles y étaient en même temps que nous pour passer un bon moment entre piscine, entre rodéo, entre etc., etc. Et c'est un lieu où il y a une biodiversité qui est tout à fait remarquable aussi, qu'on apprécie. Alors, place au diaporama, Danick, Naïla, Martine, notre chère Mangy Pont est là aussi, très peu parce que malheureusement les cas contacts ont fait des ravages dans nos rangs. Et donc nous avons cependant passé un petit moment. Alors ne vous énervez pas, vous allez voir que j'ai fait beaucoup de photos avec toute l'équipe, en long, en large et en travers. Mais c'est pour montrer comment nous sommes beaux, en fait, c'est juste ça. C'est pour que vous voyez une fois, deux fois, trois fois et que vous soyez persuadés à la fin que ça, vraiment, c'est une belle équipe. Les hommes et les femmes qui constituent cette équipe sont vraiment magnifiques. Et je vous propose de les regarder avec nous sur une belle musique que vous allez apprécier aussi. C'est parti pour le déjeuner annuel du ZCL. Aux musiques là. Nous avions passé un excellent moment. Donc vous voyez Jean-Luc, là c'est notre... voilà, avec Danick qui regarde au loin, Sœur Anne, vois-tu venir, Sœur Anne. Là, il y a eu une distribution de cadeaux, donc c'était cadeau surprise, et chacun d'entre nous a amené un petit paquet, et ensuite à chacun de le découvrir. Voilà, c'est une tradition au niveau de la Team ZCL que de s'offrir ces petits cadeaux au moment des étrennes, et de partager ces bons moments ensemble, ce qui crée du lien, déjà et d'une. Nous nous côtoyons toute l'année depuis des années pour certains d'entre nous, mais il est bon aussi de se retrouver sur un temps de convivialité, de partage, de simplicité, où le fou rire est le maître mot. Et voilà, donc Mangy Pont, toujours égale à elle-même, eh bien, elle avait sublimé ce moment. Voilà. Merci Martine pour ce petit moment. J'espère que vous avez retenu le Festival du FEMI dans tout, et puis surtout... pouvoir écrire, c'est ça? Écrire, c'est-à-dire la résidence, l'appel à projet pour les auteurs, à partager avec les élèves en termes de création littéraire. Mais c'est très bien, et on continue sur la lancée des chroniques. Vous savez qu'on est le mercredi. La chronique Focus Art de Sandrine, tout de suite. Il est 13h30 et vous êtes sur le dernier plateau du ZCL News de ce mercredi. Alors, bien entendu, vous savez que le mercredi, c'est très culture, donc on recevra nos chroniqueuses et on commencera par notre chroniqueuse Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Naïla, bonjour téléspectateurs. Merci de ta présence. Générique. Alors Sandrine, qu'allons-nous découvrir avec toi aujourd'hui? Eh bien, nous allons découvrir une artiste qui en ce moment expose, je dirais jusqu'à jeudi. Voilà, jusqu'à ce jeudi. Et nous allons parler de Alice Desmoly, qui est une artiste peintre autodidacte, qui est sensible au cadrage photographique.
Et son père, justement, était photographe. Donc, elle a grandi avec ça. Elle est originaire du l'Est de la France et elle vit ici, en Guadeloupe, depuis quelques années. Donc, c'est une passionnée des arts plastiques depuis de longues années, d'ailleurs, depuis son enfance. Et pendant ses études, donc, elle a dû mettre sa passion pour la médecine. Et depuis 2009, elle a ressenti le besoin de recommencer à peindre. Donc voilà. Alors, elle a une petite particularité. On dit que Alice peint du flou. Mais justement, pourquoi peindre du flou ? Eh bien, effectivement, donc elle peint du flou. Elle peint du flou sur de grandes toiles. De façon très énergétique, qui fait partie qui est une résultante en fait de sa dynamique intérieure. Et ces grandes toiles, en fait, on va le découvrir justement dans le focus qu'on va regarder tout à l'heure. Ces grandes toiles inspirent la douceur, la quiétude. On a l'impression d'être plongé en fait dans un monde qui est complètement onirique, dans un monde complètement fantomatique. Et elle nous expose aussi sa vision poétique. Donc en fait, je vous invite à regarder ce focus sur Alice Desmoulies. Je m'appelle Alice Desmoulies, je suis artiste peintre. Je vis à Sainte-Anne, je suis en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années et je peins depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours été attirée par les arts plastiques, j'ai toujours dessiné, j'ai pris option arts plastiques jusqu'au bac. C'est vraiment une matière que j'affectionnais beaucoup. Puis quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai totalement arrêté. Et puis, il y a quelques années, je suis passée devant l'atelier de Richard Vialat, un peintre qui vit à Sainte-Anne. Et je me suis remise à la peinture à ce moment-là. J'ai fait pour la première fois une expo solo, vraiment. J'ai complété la série des palm trees que j'avais commencé en 2019 déjà, et je l'ai complétée spécifiquement pour cette expo avec des très grands formats, donc de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, je me suis dit que dans cette belle grande salle, il fallait des belles grandes toiles. J'avais envie de travailler le côté un peu méditatif de la femme dans différents éléments, et même carrément enlever le décor. Dans la femme numéro 3, par contre, par exemple, on voit même plus dans quel décor elle se situe, s'il est dehors, dedans, elle est juste dans sa bulle, dans son livre. Voilà, des états un peu comme ça dans lesquels j'aime me retrouver, en fait. J'avais envie de les mettre en image. C'est vrai, alors des bulles ou des disques ou des halos, ça peut être plein de choses. Le point de départ, c'est quand même le bokeh photographique. Donc le bokeh, c'est cet effet flou un peu qu'on obtient en photo ou en vidéo quand on ouvre beaucoup l'objectif et qu'on fait du flou, en fait, tout simplement. Et donc j'ai commencé à peindre en mettant des bokehs pour mettre de la lumière, des scintillements lumineux. Et puis finalement, ça a été un peu le fil conducteur de mon travail, ces bokehs. Donc maintenant, j'en mets un peu partout. Ils me servent à placer des lumières, ils me servent à équilibrer, à mettre des couleurs vives, parfois des couleurs pures dans des toiles qui sont plutôt assez estompées. Et puis le côté très net de cette pastille contraste vraiment avec le reste de la toile qui est quasiment systématiquement flou. Donc ça donne une profondeur de champ. Je trouve que ça donne aussi un aspect un peu flottant dans les toiles qui sont surtout vraies pour tout ce qui est toile de paysage ou de... Voilà, ça donne cette impression d'être un peu dans un rêve, dans un endroit un peu mouvant.
La série Attraction, elle fait suite à la série urbaine. J'ai vraiment choisi un côté très structuré par les villes, avec des grosses masses très présentes, une structure en fait très linéaire, très massive, et puis une lumière écrasante. Des paysages urbains dans lesquels chacun peut se retrouver, mais qui sont totalement imaginaires, qui sont dénués de toute vie au final, avec des personnages comme ça qui sont presque un peu fantomatiques, souvent un peu déformés, un petit peu étirés ou un petit peu difformes, des gens qui marchent un peu comme ça, sans visage, presque sans humanité, quoi. Donc j'avais commencé cette série-là avec beaucoup de reflets, de couleurs, etc. Et puis quand j'ai préparé cette expo et que j'ai eu envie de faire des très grandes, ça me paraissait être vraiment parfaitement adapté pour faire une espèce de grande fenêtre très lumineuse. C'est une vision qu'on a tous ici quand on vit aux Antilles et qu'on se repose sous les cocotiers. En général, on est un peu méditatif, on voit les lumières, les rayons qui passent au travers les palmes. C'est des moments qui sont très ressourçants. C'est l'image très fantasmée qu'on a de la Guadeloupe au final. Alors c'est la série Interface. Alors là, l'idée c'était un peu de travailler l'horizon, un peu là où se mêle le ciel, la mer, transparaître ce côté complètement onirique et complètement suspendu de ces paysages. Sur la toile Murmure, j'avais envie de traiter cette toile avec des couleurs totalement improbables, donc elle est complètement violette, les couleurs n'ont rien à voir avec la réalité, mais le côté un peu sépia, ça donne un côté un peu désuet comme ça, toujours un peu de nostalgie quand même par rapport à l'enfance, et puis des personnages qui sont extraordinairement petits et perdus dans l'immensité de la plage. J'ai envie que le spectateur s'approprie vraiment la chose. Il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu austère, triste, un petit peu dérangeant. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est plutôt très lumineux, que ça va c'est optimiste. Donc c'est bien, je trouve qu'il y a plusieurs lectures. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que je peins du flou et que j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de détails, qu'on puisse s'approprier, qu'il y ait plusieurs degrés de lecture, des lectures purement plastiques, purement esthétiques, des lectures un peu plus profondes. Chacun trouve ce qu'il a envie de trouver. Donc après ce magnifique reportage, tu vas nous donner quelques dates d'exposition justement. Alors oui, Alice a exposé depuis 2015 en fait. Elle a commencé à exposer jusqu'à aujourd'hui. Donc rapidement, je vais donner quelques dates. En 2015, elle a fait une exposition collective à l'OMCS à Sainte-Anne. Ensuite, pendant plusieurs années consécutives, elle a exposé au Pour l'Art Fair, donc de 2017 jusqu'à 2021. Et une exposition aussi dont elle a participé, c'est une exposition collective des Beautiful Women of Art, donc le BOA, voilà, and Friend, en 2021. Donc voilà quelques expositions qu'elle a déjà faites. Et puis, si vous voulez la suivre, on peut la suivre sur sa page Instagram, alice.demoli, donc
OLY, ou sur encore sa page Facebook, Alice Desmoulies. Vous pouvez aussi éventuellement la contacter au 0690 33 70 79. Donc voilà. Donc effectivement, une exposition continue à l'hôtel Arawak jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi 27 et on aura plaisir à la retrouver sur les réseaux sociaux. Merci Sandrine pour ce Focus Art. Et tu as déjà une idée pour le prochain ? Oui, j'ai déjà une idée et on va aussi le retrouver à l'hôtel Arawak le mois prochain, mais je n'en dis pas plus. Surprise, surprise. Donc restez connectés aux ZCL News mercredi en 15 et on découvrira l'artiste qui, sur la plume de Sandrine, nous fait découvrir de belles choses. On continue et on poursuit le ZCL et on retourne à l'actualité. Alors, on a fini les ZCL. Donc, cette actualité, c'est merci de nous avoir suivis. Donc, on a eu justement, un petit souci technique. Donc, il n'y a pas pu avoir, d'actualité dans le ZCL de ce mercredi. Donc, par contre, on a eu énormément d'invités et de chroniqueurs. Donc, en première partie, nous avons eu Jocelyne Boucaud qui a repris la chronique Coco et Zabrico et qui nous a parlé des rituels et des rites du Mess et l'habitude de la Guadeloupe dans la nouvelle année. Et on la retrouvera en mensuel. Et suivi justement de René Jean-Pierre, qui est artiste peintre, qui nous a montré des tableaux magnifiques qui en ce moment commencent à exposer depuis aujourd'hui à l'Ars-en-Mel, route de la Riviera jusqu'au 7 février. Silla M, artiste, auteure, compositrice et interprète qui nous revient avec un titre mythique de Claudicia Bondier. Et pour finir, les deux chroniqueuses de fin, Martine Fazer, la chronique Selon Martine, et bien entendu Sandrine Alexis, chronique Focus Art. Il est 14h25, on termine le ZCL avec du retard parce qu'on a commencé en retard. Et puis on vous dit de rester connecté sur Canal 10 et puis on essaie de contenter et d'être apprécié de tous. Mais merci pour ceux qui ont suivi cette émission, merci d'être toujours au rendez-vous et on vous dit à demain et je crois que ce sera Monsieur Zandronis qui sera de retour. Allez, merci à Yann pour la réalisation de cette émission et comme on dit, bon appétit pour ceux qui sont à table parce que là on va manger.